Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 306 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. À mes côtés, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est également là. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory en t-shirt alors qu'il fait frais et pluvieux à Paris. Ouais, bah, c'est parce qu'il fait pluvieux que justement que j'ai retiré un petit peu la veste. Ah d'accord, j'avais pas vu la veste. Raphaël, Raoul, Camille Saraben est à la technique. Bonjour Camille. Salut. Cette année encore, le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les matchs, ne ratez pas ça. C'est la 5e saison du Hard Rock Café avec nous. Les Giants qui renaissent, les Chiefs toujours aussi spectaculaires, les Colts qui font de la résistance. Et tous les matchs, on démarre le débrief de la semaine 3 dès maintenant. Inside the 5 to the end zone, touchdown! On 4th and 5, Jones steps up, takes off, he's in, touchdown! Buccaneers 31, Giants 32, messieurs, 2 touchdowns à la passe, 2 touchdowns au sol, une remontée de 18 points, 336 yards à la passe. Daniel Jones commence par une victoire. Raphaël, es-tu enthousiaste au point de remonter à bord? Non, j'ai décidé de plus m'infliger de grands sévices liés au foot américain. Après, c'est une très belle première prestation forcément pour Daniel Jones entre ce qu'il a proposé, la victoire qu'il a allé chercher en remontant 18 points de mémoire au compteur. Il y a eu de très belles choses, beaucoup de vélocité dans les passes, des belles passes ajustées dont on n'avait plus forcément l'habitude du côté de New York ces dernières semaines, voire mois, voire année. Et puis au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est quand même il permet à Pat Shurmur notamment d'élargir le playbook offensif, de pouvoir proposer autre chose. On le voit sur son premier touchdown où vraiment la course est dessinée pour lui, pour qu'il aille chercher le touchdown à la course. Le deuxième à la course, là, c'est plus de l'inspiration, c'est lui qui va tout seul. Mais en tout cas, ça permet quand même aux Giants de pouvoir jouer autre chose autrement. Et je pense qu'en 2019, dans cette ligue, être capable d'avoir un quarterback mobile, non pas dans le sens qu'il peut éviter les sacs, mais qu'on peut dessiner quelques jeux pour qu'il aille chercher des gains à la course, c'est d'autant plus intéressant. On voit que ça marche dans plusieurs équipes. Et c'est forcément à mon sens, très positif pour les Giants. Donc après, ça demande à être confirmé sur le long de l'année, etc. Mais pas grand-chose à critiquer sur cette première prestation, côté de Daniel Jones purement, on va dire. Grégory, c'est donc pour ça qu'on fait jouer le jeune avec du potentiel plutôt que le vieux cramé. Il donne de la vie, il fait briller Sterling Shepard et Evan Engram, il y avait de la vie, enfin ils étaient excitants. Il y a Darius Slayton également qui fait une bonne fiche de stats si je ne m'abuse. Non, et ce qui est fort, alors je rejoins globalement Raphaël sur ce qu'il a dit de la prestation de Daniel Jones. Il y a encore des petits problèmes de fumble, mais bon, on va pas lui en demander énormément. Ça reste un rookie qui dispute son premier match en tant que titulaire. Donc voilà, mais ce qui est d'autant plus fort, c'est aussi que peu après le début de match, on a quand même la blessure de Saquon Barkley. Et quand on sait que Tampa Bay a quand même une défense assez solide, alors ils sont plus distingués sur le run stop que sur le pass rush depuis le début de la saison.
Je mets de côté Shaquille Barrett, qui pour l'instant est le meilleur pass rusher, mais en tout cas, statistiquement, ils sont un peu plus impressionnants sur le jeu à la course. Là, avec un game plan où Daniel Jones était clairement isolé, était clairement la cible à identifier pour Todd Bowles et ses hommes, il a réussi quand même à s'en sortir et en effet à faire les jeux importants qu'il fallait dans le 4e quart. Bon, c'est un peu comme tout, il y a une hype qui monte parce que les Giants passent quand même à quelques centimètres de perdre, mais bon, l'histoire est belle et on retient que la prestation de Jones en elle-même, elle est quand même très prometteuse pour un premier match en NFL. Ouais, c'est vrai qu'il passe à un field goal de 34 yards raté de perdre quand même, je le rappelle. Raphaël. Oui, au-delà même du field goal, réellement, ils doivent pas vraiment gagner ce match parce que tu as quand même une équipe de Tampa qui mène de 18 points, qui se débrouille bien en défense en première mi-temps, globalement. Ça ressemble quand même vachement à Tampa Bay et aux Buccaneers de complètement laisser filer un match comme ça en deuxième mi-temps, de s'écrouler. Par exemple, côté offense, du côté Tampa, Mike Evans a été un peu oublié en deuxième mi-temps, sauf sur ce dernier drive pour aller chercher, alors que. Pourtant, Jenkins l'a pas oublié. Alors que tout le match, il a humilié Janoris Jenkins dans les grandes largeurs sur tous les côtés du terrain, dans tous les sens. Bon, disons que côté Tampa, on s'est tiré une belle balle dans le pied aussi pour perdre ce match. Mais bon, une dynamique se crée, une hype, je sais pas, mais en tout cas, c'est à prendre forcément côté Giants. C'est la première victoire de la saison, c'est à prendre, quoi. C'est vrai que la défense des Giants prend quand même 499 yards sur le nez. Il faut pas oublier ça. Ils sont pas devenus bons en défense grâce à Daniel Jones, ça c'est sûr. Tu le disais, il y a quand même une hype. Eli Manning avait été mené de 18 points à 44 reprises, 0 victoire, 44 défaites. Donc, Daniel Jones a déjà fait un truc mieux que Eli Manning. Il faut quand même le souligner. Non, mais honnêtement, moi, je le dis et on l'a mis en ouverture parce que je trouve que cette équipe, elle a retrouvé de la vie. C'est quand même la première fois depuis très longtemps que c'était un peu excitant à regarder et excitant de regarder un match des Giants, quoi. Oui, mais bon, encore une fois, c'est compliqué d'essayer de mesurer un peu le propos parce que voilà, la prestation d'ensemble, elle est là et je suis d'accord avec toi. Il y a déjà un peu plus de vie offensivement. Un peu plus d'excitation, on dira, de par la mobilité qu'apportait Jones. Raphaël en a très bien parlé. Maintenant, voilà, comme Raph l'a dit, il y a aussi une équipe des Bucks qui s'est vraiment liquéfiée en attaque sur la ligne offensive, avec même Bruce Arians de manière assez étonnante qui a pris des décisions un peu curieuses dans le Money Time. Donc, ça pousse quand même à relativiser un tant soit peu le fait que les Giants s'imposent. Comme je l'ai dit, c'est prometteur, mais si c'est confirmé, très franchement, l'avenir peut être intéressant pour New York. Ça sent, il y a un frémissement de quelque chose. Après, je m'emporte un peu, mais je suis d'accord avec toi. Dans les faits, il va y avoir des hauts et des bas. Ils vont perdre des matchs cette année, plus qu'ils ne vont en gagner. Mais voilà, on comprend quand même pourquoi il était temps de changer d'Eli Manning. Moi, j'avais du mal à comprendre ce qu'il défendait. Rien que de voir un quarterback qui peut bouger comme ça et qui peut faire des choses et qui a l'air quand même un peu plus moderne qu'Eli Manning, c'était quand même une belle bouffée de fraîcheur pour cette équipe de New York. Et j'ai l'impression que la reconstruction, elle commence vraiment maintenant, une fois que tu as le quarterback, quoi. Non, bien sûr. Mais en plus, il y a la réception de Washington ce week-end où là, très clairement, c'est un match qu'en plus, quand on voit la forme des Redskins, tu peux, avec un début de saison un peu compliqué, te retrouver avec 2-2 et c'est pas négligeable. Ouais. C'est vrai. Tu l'as mentionné quand même, Shaquille Barrett, 4 sacs, 2 fumbles forcés, il est à 8 sacs au total. Les Buccaneers, on l'a dit, l'âge des matchs. Après, sur une rencontre, il y a des fois où ils seront pas bons à prendre quand même, avec le run-stop qui est intéressant comme tu le disais, Shaquille Barrett qui se développe quand même comme un pass rusher intéressant, et puis une attaque qui peut toujours faire des choses, donc c'est pas une mauvaise équipe dans le fond. Il y a bien pire actuellement. Non, faut juste que tout le monde fonctionne en même temps. C'est un peu la problématique du côté de Tampa. Là, sur ce match-là, en effet, il y a un bon Barrett. On le rappelle, que, a priori, Devin White, traîne toujours des problèmes de blessure, que Jason Pierre-Paul est pas là, donc, ça accentue quand même la prestation de Barrett parce que c'est vraiment le principal pass rusher, celui qui est scruté par les tackles. Et pourtant, ça l'empêche pas de réussir à faire son trou, dans la lignée de ce qu'il proposait à Denver l'année passée, mais voilà, là pour le coup les DB ont été beaucoup plus en difficulté et tant que cette équipe de Tampa elle n'arrivera pas mentalement à être on dira synchronisée du début à la fin, ça va être quand même un peu compliqué. C'est ça, tu as bien précisé, j'allais le rajouter, mais du début à la fin, c'est-à-dire jouer ensemble et du début à la fin du match en plus, c'est ça qui est compliqué encore pour eux. Chiefs 33, Ravens 28, c'était l'affiche de la semaine. Est-ce que Lamar Jackson a été à la hauteur? Raphaël. Écoute, moi je sais très bien que dans cette rédaction, je suis peut-être le seul à le défendre, ou en tout cas ne pas trop l'enterrer.
In fine, moi je trouve que lui et son équipe ont été plutôt à la hauteur. Dans le jeu de passe, il y a eu des difficultés, notamment dans les passes en profondeur, ça c'est aucun doute, avec beaucoup de lancers trop hauts, notamment vers Marquise Brown, j'en ai un ou deux en tête, qu'aurait pu forcément aider cette équipe à... Maintenant, quand tu regardes le résultat final, les Ravens sont pas si loin que ça. Il y a 3 tentatives à 2 points ratées. Et bien sûr, comme dans tous les matchs, hein, si ça passe, ça change le match. Voilà, c'est un peu impulsif de dire ça, mais j'ai trouvé quand même que sa capacité à faire des big plays, malgré tout, à trouver des fois des solutions, et ça permet à cette équipe des Ravens de ne pas être ridicule face à une des 2 meilleures équipes de l'AFC. Moi, je trouve que c'est globalement, je rappelle quand même, il a 22 ans, c'est son 10e match en tant que titulaire. Cette année, il a encore pas perdu de ballon. Il est passé de 58% de passes complétées à 63%. Voilà, il progresse à son rythme. Je trouve qu'avec lui, malgré tout, les Ravens se confirment qu'ils ont fait un bon choix en le mettant à la place de Flacco et en lui confiant les rênes de l'équipe. Et son duo avec Mark Ingram est quand même assez dévastateur pour beaucoup d'équipes dans la ligue. C'est une équipe, si elle prend les devants grâce au jeu au sol, va falloir aller les chercher parce qu'ils ont quand même une capacité à manger le chrono. Voilà, moi je trouve qu'il a été plus ou moins à la hauteur. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. Et autant j'ai l'habitude de taper sur lui, je sais pas si si ça va passer pour un compliment, mais c'en est plutôt un pour moi. C'est que il a été moins mauvais quand il est mauvais. C'est-à-dire qu'il s'est pas écroulé comme il s'est écroulé en play-off, ou ça n'a pas été une catastrophe. Il y a eu des passes dangereuses, il y a eu des passes imprécises. Il aurait pu se faire intercepter dans ce match, clairement. Mais il a pas sombré. Et tu l'as dit, ils finissent pas si loin que ça des Chiefs. Au final, personne peut suivre les Chiefs à l'heure actuelle. Que ce soit lui ou un autre, au final, c'est pas non plus honteux. Juste pour rappeler, on va pas s'étendre sur les Chiefs, je pense, dans ce résumé, mais 503 yards en attaque, 7,9 yards par action, quoi. Donc, à partir de là, c'est quand même très très difficile à suivre. Patrick Mahomes, c'est déjà à plus de 1000 yards, c'est le seul quarterback à plus de 1000 yards. Il a 3 matchs de suite à plus de 350 yards et 3 touchdowns et aucune interception. Enfin voilà, ça déroule. Donc, au final, dans ces conditions-là, les Ravens n'ont pas été très loin. En effet, il n'y a pas eu de catastrophe. Lamar Jackson n'a pas perdu de ballon. Il n'a pas coulé son équipe. Ils n'ont pas pris une volée. Et comme tu le disais, il a que 22 ans. Et il y a du progrès. Encore une fois, son plancher monte. C'est-à-dire que non mais voilà, mais c'est beau ce que tu dis. En soi c'est pas une mauvaise chose pour moi et en plus il y a toujours ces jambes et il y a toujours ces atouts là en plus qui peuvent sauver les matchs et en plus ils ont Marshall Yanda et Mark Ingram qui établissent aussi le jeu au sol donc il y a du progrès pour moi et en effet je vais pas l'enterrer sur ce match là. Grégory, qu'est-ce que t'as pensé de Lamar Jackson? Non, mais vous avez été assez complet là-dessus. C'est vrai que c'était un peu ce que je pressentais en début de saison. Ça a tendance quand même à se confirmer que l'attaque va être beaucoup plus excitante à suivre que la défense des Ravens, parce que je suis d'accord avec toi que l'attaque des Chiefs a été inarrêtable depuis le début de la saison. Maintenant, j'attends de voir un petit peu ce qu'allait proposer Baltimore après le match un peu irrégulier en défense contre Arizona. Et il y a eu un bon début, et une fois que la machine Mahomes s'est mise en marche, on a quasiment pas vu Earl Thomas, on a vu des DB qui ont passé leur temps à être en galère, Brandon Carr notamment qui commence quand même à accuser le poids des années. Et puis c'est aussi, je trouve, des éléments à prendre en compte quand on analyse la prestation de l'attaque et de Lamar Jackson, parce que là on peut plus dire qu'il s'appuie essentiellement sur la défense. Voilà, c'est aussi lui qui doit être une clé pour permettre aux Ravens de faire la différence. Et en effet, il termine pas très très loin. Alors il y a ces lancers en chandelle, ou si c'est pas les DB des Chiefs, en effet ça peut faire au moins 1 ou 2 interceptions malgré tout. Mais il y a cette faculté à prolonger les jeux, un peu les mêmes qualités qu'on évoquait avec Daniel Jones, hein, c'est-à-dire que il y a au moins cette capacité à pouvoir improviser, prolonger les jeux et permettre à son attaque d'avancer, même si tout n'est pas forcément parfait en attaque. Tu as parlé des DB des Chiefs, est-ce qu'on commence à avoir une visibilité sur le niveau de cette défense de Kansas City ou on attend toujours? C'est pas évident. Moi, j'ai peur que jusqu'à la fin de la saison, ce soit comme ça. Ouais, je pense aussi que ça va être comme ça, que ça va être une défense qui encaisse pas mal de yards et qui va essayer de survivre par quelques turnovers. Je dirais même que la clé, et ça c'est pareil, c'est un moment qu'on le dit, mais la clé, je pense que ça restera la ligne défensive. Et si la ligne défensive monte pas de niveau et développe pas un pass rush suffisamment monstrueux, ça peut quand même être assez compliqué en termes de yards contre la passe.
Colts, Après, juste pour finir, de toute Raphaël. manière, je pense que les Chiefs maintenant sont dans une optique où ils gagneront ou mourront par l'attaque et ça sera le. En playoff, ça va être un peu rédhibitoire. Je suis d'accord, mais et en même temps, ils passent pas si loin que ça l'an dernier face aux Patriots. Ils prennent 37-34, c'est ça le score? Ouais, mais si c'est eux qui remportent le tirage au sort, je suis pas convaincu que c'est pas eux qui aillent au Super Bowl derrière. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'ils sont dans cette optique-là. On verra on leur souhaite longue vie. Colts, c'est vrai que on verra ce que ça donne en playoff. Bon, a priori là, ils y filent Sauf tout s'ils droit. En tentent tout le cas, coup de Jalen Ramsey, mais ça serait ça. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air de bouger beaucoup. Ouais, Ils ont encore du cap pour signer Ramsey. C'est fou ces équipes, c'est incroyable. On en fait ce qu'on en veut. Tu me diras, Mahomes c'est rookie, ça joue aussi. Colts 27, Falcons 24. Grégory, on va parler des malheurs d'Atlanta, mais on va commencer par les Colts. On les donnait pour morts. Est-ce que finalement, ils seraient pas favoris de la FC Sud? Oui. Bah écoute, oui, tu l'as très bien dit la semaine dernière, ils ont quand même trouvé leur identité avec notamment une forte domination dans les tranchées, notamment au niveau de la ligne offensive. Ça, c'est une constante qui est restée par rapport à la saison passée, et ça a permis quand même à Jacoby Brissett de bien se mettre en marche en début de rencontre, d'aligner 15 passes de 16 complétées, 16 pardon. 16, ouais. Donc voilà, et puis on se rend compte que ces dernières semaines, c'était plutôt le jeu au sol qui arrivait à faire carburer cette attaque d'Indianapolis, même quand Brissett était un petit peu irrégulier. Là, en l'occurrence, le jeu aérien a été plus que solide, avec à l'inverse un jeu au sol qui a été assez bien muselé par Atlanta. Donc il y a vraiment cette double menace, et bon, même si ça a relativisé, mais bon, ça, on va y revenir plus tard. Mais bon, en tout cas, belle prestation d'Indianapolis. Et je me doutais qu'avec Brissett, il y avait quand même un espoir. Là, en tout cas, de ce qu'il montre, voilà, ça augure de très bonnes choses à la lutte, je pense, avec Houston dans la FC Sud. Raphaël, Jacoby Brissett, 16 passes complétées de suite, on l'a dit, 28 sur 37 au total, 310 yards, 2 touchdowns, le first down de la gagne. Alors c'est pas Manning de la grande époque que les Colts ont connu, mais il fait le boulot. Faut le prendre au sérieux maintenant en tant que quarterback. C'est quoi? C'est un titulaire solide? C'est un Alex Smith un peu dans le game manager impeccable comme ça? Ouais, ça pourrait y ressembler effectivement, surtout que vous l'avez dit, il est bien encadré, entouré. Moi je vais revenir aussi rapidement sur Frank Reich quand même, qui en tant que coach fait un taf assez impressionnant depuis son arrivée à Indianapolis, parce que quand tu regardes sur ce match, à mon sens, t'as quand même une sorte de parallèle entre une équipe très très bien coachée, assez sérieuse du côté d'Indianapolis, et une autre équipe du côté des Falcons qui fait encore 16 pénalités sur ce match, qu'on a 35 depuis le début de la saison, qui est l'équipe la plus pénalisée, même s'il faudrait reprendre, t'as toujours des contextes un peu voilà, pour défendre certaines pénalités, on va dire. Mais et puis au niveau du play call offensif, des jeux hyper intéressants pour Jacoby Brissett. Ils savent lui faire confiance quand il faut, ils savent baser le jeu sur lui à certains moments, d'autres se reposer sur d'autres atouts de l'équipe. Voilà, comme tu dis, tant qu'il sera bien encadré comme ça et bien coaché, je pense qu'effectivement c'est un quarterback qui peut apporter des choses. Est-ce que c'est suffisant pour gagner à l'heure actuelle en NFL ? Je sais pas, et puis il manque encore des petits éléments par-ci par-là en défense notamment, je pense, même si c'est une défense qui arrive encore à garder un niveau correct par rapport, je trouve, au talent qu'il y a dans l'équipe globalement. Mais on continue avec une défense qui surperforme par rapport à son talent, à mon avis. Mais après, il leur manquait Darius Leonard ce week-end, et il va leur manquer manquer Malik Hooker. Ouais, non, mais ça fait mal, hein, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que l'absence de Leonard explique peut-être le gros match de Austin Hooper, le tight end des Falcons. Et Freeman aussi au sol. Ouais. Mais bon, c'est une équipe qui, en tout cas, est très bien construite, va dans le bon sens. Donc, moi, t'as donné l'argument principal. Ils ont le meilleur coach de la division. Ah donc oui. à partir de là, pour moi, ils sont favoris. Ils sont très bien coachés en défense par Matt Eberflus. Ils sont très bien coachés par Frank Reich en général. Ils ont une ligne offensive. Il y a un jeu au sol, même s'il n'était pas là sur ce match-là. Il y a un quarterback qui gère. C'est pas le meilleur quarterback de la division pour le coup, mais c'est peut-être le deuxième derrière Deshaun Watson à l'heure actuelle, selon ce que va faire Gardner Minshew. Mais c'est pas honteux de dire que Brissett est deux pour l'instant derrière Deshaun Watson. Et puis ils sont les mieux coachés, donc à partir de là, moi je parierais sur eux. Les Falcons, Grégory, Raphaël l'a dit, 35 pénalités en 3 matchs. Est-ce que cette indiscipline va finir par coûter sa place à Dan Quinn? J'en ai bien peur. Non, peur mais bon, alors attention, peur, hein. Définis peur comme soulagement ou en fait, plus les semaines passent, plus j'ai la sensation que Dan Quinn est un bon coordinateur, mais n'est pas fait pour le poste de head coach. Et c'est pour ça que
Qu'il ait repris la casquette de coordinateur défensif en soi, ça ne me dérange pas, mais j'avais dans l'idée que la tâche qui était la sienne ces 3-4 dernières saisons, était déjà assez lourde à porter. En plus, à gérer la défense, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'errements et en effet beaucoup de flags, que ça part un petit peu partout. Je rappelle quand même que c'est peut-être une des équipes avec le moins de, c'est peut-être l'une des équipes les plus jeunes de la ligue, je pense, en termes de vestiaire. Il n'y a pas beaucoup de vétérans, mine de rien. On a beaucoup capitalisé sur sur les drafts 2014 et 2015. Et honnêtement, je trouve que Dan Quinn montre ses limites et que c'est pas normal qu'on voit autant de difficultés, autant d'inconsistance sur l'ensemble d'un match. D'inconstance, c'est mieux. Comme à Minnesota, il se loupe complètement en première mi-temps et il se rattrape derrière quand c'est trop tard. Donc oui, ça va commencer à se payer un petit peu, surtout qu'a priori il y avait une division assez ouverte, plus ou moins après la blessure de Drew Brees. Raphaël, pour l'œil extérieur, Matt Ryan a déjà lancé 6 interceptions, Kinnounil est blessé, Dan Quinn accumule les pénalités avec cette équipe. Ça sent quand même la fin de cycle, non ? Oui, ça sent la fin de cycle vis-à-vis de Dan Quinn. Après, comme l'a dit Grégory, ça reste une équipe globalement jeune. Moi, je trouve qu'en termes de talent, il y a quand même de quoi faire des choses intéressantes avec cette équipe, même s'il y a des retouches forcément à faire. Ils sous-performent totalement. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même pas si loin que ça avec les bons éléments de pouvoir parce qu'ils sont pas totalement largués dans tous les matchs, ils arrivent à revenir. Head coach, quoi. Ils sont potentiellement un head coach, ouais, effectivement, et avec peut-être un lineman en plus et un DB, peut-être un cornerback en plus, je serais pas. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une équipe qui est pas si loin que ça de pouvoir vraiment prétendre à une position plus haute. Et est-ce que ça vient du coach probable? Bon, après, moi je trouve que la division, à mon sens, on en reviendra, mais reste ouverte et ça peut aller vite en NFL. De la semaine 10 à la semaine 14, ils enchaînent 5 matchs de division. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Attention, si tu trouves la clé. Juste, si tu me permets, Alain, juste un truc que j'ai pas précisé. Sur Ryan, il y a quand même quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de coordinateur offensif, il y a une mauvaise saison derrière. Et ça avait été le cas également pour la première saison de Shanahan. Et là, c'est d'autant plus étonnant que Dirk Koetter a déjà été son coordinateur offensif par le passé. Donc c'est assez inexplicable en l'occurrence, ce phénomène mental autour du QB des Falcons. La NFC Sud est-elle toujours ouverte ? On en reparle justement après le jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Seahawks 27, Saints 33. Messieurs, on repart sur tous les autres matchs de la semaine. 161 yards pour Alvin Kamara en cumulé. Heureusement qu'il est là parce que Teddy Bridgewater avait quand même l'air plutôt fragile. Raphaël, tu hoches la tête dans tous les sens. Ouais, moi j'ai pas été particulièrement rassuré par cette prestation des Saints. Si on prend le verre, on va dire à moitié rempli, ils vont gagner à Seattle. Ce qui reste quelque chose à faire. Il y a une ligne offensive correcte. Il y a Alvin Kamara, tu l'as dit, qui est un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue et qui vraiment permet à cette équipe de s'en sortir. Mais derrière, t'as un Teddy Bridgewater qui lance que pour 177 yards, qui se contente essentiellement de faire des petits check-downs à gauche, à droite. Ça passe face à une équipe de Seattle dont le coaching offensif notamment m'inquiète de plus en plus. Mais si les Saints se retrouvent dans une position à devoir aller chercher le match, je suis un peu inquiet sur la capacité de cette équipe à pouvoir aller chercher un match, à aller chercher la victoire. Donc je demande à voir. C'était son premier match, mais bon, je sais pas. Greg, Teddy Bridgewater perd pas de ballon, c'est déjà ça. Ouais, je trouve Raph un brin sévère parce qu'en l'occurrence, il est quand même aidé, on dira, par les circonstances, avec ce touchdown sur retour de coup de pied, ce retour de fumble également qui met les Saints en très bonne position. Oui, il a pas été extraordinaire. Après, la ligne offensive, à mon sens, a vraiment annihilé la ligne défensive des Seahawks, qu'on a quasiment pas vu du match.
Et voilà, et honnêtement, enfin, s'ils arrivent à gagner avec la manière, parce que ils gagnent de combien, il y a 6 points d'écart à l'arrivée, mais enfin, les Saints ont match gagné quasiment 5 minutes avant, enfin, l'écart était quand même assez conséquent. S'il arrive à gagner avec une telle aisance face à un concurrent pour les playoffs en NFC à l'extérieur, bon bah voilà, moi je dis je prends. Hein, en tout cas, ça a été une prestation assez correcte et comme tu l'as dit, oui, il y a pas de perte de balles significative, donc c'est de bon augure. Raphaël, tu m'intéresses, tu as parlé du coaching offensif de Seattle, je suis aussi inquiet, je suis content d'en entendre parler. Alors Chris Carson a encore perdu un fumble, la défense n'arrivait pas à plaquer, du coup Russell Wilson s'est retrouvé à lancer 50 ballons. Qu'est-ce qui t'inquiète dans l'appel, dans les choix offensifs de Seattle ? Parce que je trouve qu'on a un coordinateur offensif qui, j'ai l'impression que c'est pas trop sur quel pied danser. On commence avec 2 premiers matchs où on a une attaque vraiment très run heavy, comme on dit, très lourde, basée sur le sol, beaucoup de courses, où tu fais lancer Russell Wilson à peine 20 ballons, à mon avis que tu sous-utilises, et après, pour le match suivant, tu le fais lancer 50 passes, même si le retard fait que forcément t'as tendance à plus accentuer sur la passe, donc plus de lancers. Voilà. Et puis les appels de passes lancées, j'ai encore de mémoire, c'est sur une 4-1 dans le dernier quart où Russell Wilson, on appelle une passe en profondeur alors que t'as qu'un yard à aller chercher. Je sais pas, j'ai l'impression que quand on fait lancer Russell Wilson, c'est pour faire du big play en profondeur, qu'on fait pas assez de tracés pour ses receveurs vers l'intérieur, de petits gains, de... C'est vrai qu'il y a cette situation un peu grotesque en fin de première mi-temps où il se retrouve avec 0 secondes au chrono parce que il tente cette passe, où ils perdent 10 secondes au chrono parce que Wilson est obligé de scrambler alors qu'il y a peut-être un appel un peu plus simple à appeler, quoi. Mais voilà. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. En fait, j'ai du mal à comprendre et j'aimerais bien, je crois que c'est quasiment jamais arrivé, que Russell Wilson ait un coordinateur qui s'adapte un peu plus à ses qualités, qui mette un peu plus de rythme, qu'il fasse jouer un petit peu plus, comme tu dis, en cherchant pas forcément le big play, en cherchant à mettre du rythme. Je pense qu'il peut le faire et en effet, Seattle trouve pas les coordinateurs pour faire ça et j'ai du mal aussi à comprendre. Sincèrement, à mon sens, tu mets Russell Wilson à l'heure actuelle dans l'attaque d'Andy Reid, il fait pas moins bien qu'un Patrick Mahomes. Ouais. Je pense pas. Après, je pense que vous occultez un peu trop, je trouve, la problématique de la ligne offensive. Moi, c'est ce que j'évoquais. Alors, à l'époque, je taquine un peu souvent les fans des Seahawks sur Darrell Bevell. Il avait des qualités et des défauts comme Schottenheimer en a aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement, en termes de personnel, ce serait bien que Seattle, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait les Colts, par exemple, il y a 2 ans, hésite pas à investir sur la ligne offensive parce que, déjà avec une ligne un peu plus solide. Et je pense que Seattle serait clairement pas à la position qui est la sienne à l'heure actuelle avec les doutes qui sont les siens aujourd'hui. Mais je crois que c'est comme les philosophies de coordinateurs, c'est structurel. Ça fait partie des choses qu'on dirait qu'ils veulent pas régler. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle de la ligne offensive des Steelers. Donc soit tu trouves un mec qui justement simplifie les appels de jeu, fait se débarrasser Wilson du ballon rapidement pour qu'il arrête de prendre des coups, soit t'investis sur la ligne au bout d'un moment si tu veux continuer à le faire jouer des big plays comme ça, quoi. C'est ça qui est quand même... Ils se sont habitués apparemment à ce que Wilson court pour sa vie quoi qu'il arrive, mais bon, c'est un peu... Mais moi je suis d'accord avec Raphaël, j'aimerais bien le voir avec un Andy Reid ou avec un mec un peu créatif qui cherche à faire quelque chose, à s'adapter un petit peu. Ça devient assez frustrant cette histoire-là, très, très sincèrement. Eagles 24, Lions 27, des blessés de partout, des mains qui glissent de partout. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter pour cette équipe de Philadelphie ? Grégory. Oui, c'est un peu... Alors qu'ils aient perdu la semaine dernière à Atlanta, ça s'est joué à peu de choses avec en effet la cascade de blessures qui s'en est suivie. Là, c'est sûr qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont assez inquiétantes et offensivement avec un Carson Wentz que je trouve pas si mauvais que ça, paradoxalement, qui essaye de se dépatouiller un petit peu avec ce qu'il a autour. Il est seul en fait. C'est ça. J'ai l'impression que la ligne offensive qu'on a vantée a été très irrégulière sur ce match-là contre Détroit. Il y a toujours cet inexorable problème au niveau du jeu au sol où on n'arrive pas également à trouver vraiment un porteur numéro 1 efficace. Et on se retrouve dans une situation où, dans un match contre des Lions qui sont largement prenables, qui font de nouveau pas un match très reluisant, très satisfaisant, tu te retrouves quand même à perdre et à prendre quand même beaucoup de points. Et ça, c'est problématique. Grosse lacune sur le pass rush également. Je crois qu'ils ont que 2 sacs depuis le début de la saison.
Là, sur aucun sur ce match-là, ouais. c'est 0 sac, 3 quarterback hit, quand t'as une ligne offensive avec Fletcher Cox, Brandon Graham, Vinny, enfin, t'es censé faire un poil mieux, et d'autant plus quand, avec les blessés qu'il y a sur les postes de cornerback, les problèmes au poste de cornerback, enfin, on sait très bien à quel point tout est lié dans une équipe NFL, et le fait que ton pass rush, qui était censé être ton point fort, sous-performe à ce niveau-là, ça rend pas service au cornerback et au backfield défensif. Donc, c'est encore un début de saison compliqué de Philadelphie. C'était déjà le cas l'an dernier où ils ont ramé pour arriver en playoff. Ils y sont allés finalement au dernier moment. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'ils sont jamais loin. Hein. Ils sont à une fiche de 1-2, mais les 3 matchs qu'ils jouent, ils se terminent à moins d'un TD d'écart, quoi. Donc c'est vraiment c'est le faire la différence qu'ils étaient capables de faire il y a 2 ans pour aller récupérer le trophée Lombardi. À l'heure actuelle, ils sont pas capables de le faire. Ce dernier coup de collier, ils sont pas capables de le mettre. Et ils gagnent 100 yards de plus que les Lions, mais ils ont 2 ballons perdus. C'est aussi là que ça fait la différence. Matt Stafford, lui, est solide à 18 sur 32, 200 yards, un touchdown. C'est vraiment la fiche passe-partout, on va dire. Ouais. Est-ce qu'on doit croire en ces Lions invaincus ? Après, faut quand même au moins. Alors, je sais pas si on doit croire en ces Lions. Faut rendre peut-être pas allons pas jusqu'à l'hommage, mais faut rendre mérite à cette défense des Lions qui a quand même vu les Eagles avoir 2 possessions dans les 3 dernières minutes. Ils ont réussi à forcer 2 fois de suite les Eagles à punter ou à rendre le ballon tout de suite au bout de 4 actions. Donc il y a quand même une ligne défensive du côté de Détroit qui commence à prendre vraiment de l'ampleur avec Trey Flowers, Damon Harrison qui ont tous les 2 des sacs sur ce match. Je trouve qu'on a une ligne défensive qui est en train d'exploiter tout son potentiel. On a un Darius Slay qui au poste de cornerback reste très indispensable à cette équipe et continue à faire des big plays match après match. Défensivement, ils sont au point. Après, offensivement, moi, il n'y a pas de jeu au sol. Waouh, c'est dur quand même. Les équipes spéciales, c'est un peu une catastrophe. Hein. C'est le 2e punt bloqué, je crois, depuis le début de la saison, après celui à Arizona. Et celui-là, il est pas loin de leur coûter cher aussi. Hein. Ils ont un bloc dans le dos qui les sauve un peu, mais c'est un peu limite. Donc on reste dubitatif pour les Lions pour l'instant. Patriots 30, Jets 14. Les Patriots sont la première équipe depuis la création du Super Bowl à ne pas encaisser le moindre touchdown offensif sur les 3 premiers matchs. Ils en ont pris 2 dans ce match, mais c'était un sur une équipe spéciale et l'autre sur une interception retournée par un touchdown. 5 matchs de suite qu'ils ne prennent pas de points en première mi-temps. C'est une première historique, puisque ça compte le Super Bowl et la finale de conférence. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà à tirer de ce match pour les Jets ? Évacuons ça. Il joue avec un quarterback remplaçant. CJ Mosley est toujours blessé. On l'a dit, c'est dans le garbage time. Jamal Adams est bon, hein, un bon pick six sur ce match-là. Voilà. Les Patriots, donc c'est pareil, c'est un match sans histoire, on va pas y passer 10 ans. Ça a été bon attaque. Leur jeu au sol est pas encore en place totalement. Pas en place parce qu'il y a quand même pas mal de blessures sur la ligne offensive. Donc entre le centre qui a été perdu en début de saison, Andrews, le Isaiah Wynn qui s'est blessé. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, t'as quand même Andrews et Wynn de blessés. Ils viennent de perdre leur fullback James Devlin. C'est pas anodin quand même, le fullback dans le système des Patriots. Donc je pense que ça peut aussi un peu expliquer ce jeu au sol qui met un peu de temps à trouver des solutions, à se mettre en place. Maintenant, 1 minute sur Antonio Brown coupé. On va pas en faire un roman, on en a déjà suffisamment parlé dans le fauteuil et ailleurs. Les Patriots ont coupé Antonio Brown. Il y a une histoire d'argent aussi là-dessus parce qu'il y a un bonus qui arrivait. Ils s'en remettront. En tout cas, c'est compliqué parce que je vais me faire des copains en disant ça, mais bon, faut aussi garder à l'esprit le fait qu'ils jouent Steelers, Dolphins, Jets sur les 3 premiers matchs. Quand on voit la forme des 3 franchises, alors certains me diront que les Steelers à l'époque c'était avec Big Ben, mais bon, ça avait pas l'air plus fameux que ce que montrent les Steelers à l'heure actuelle. Mais en tout cas, oui, non, c'est sûr qu'a priori, ils sont pas partis pour être en manque d'Antonio Brown. Il y avait déjà des solutions au poste de receveur et il l'avait montré contre Pittsburgh avant que Brown ne joue officiellement. Là, très clairement, contre les Jets, ils ont pas eu à forcer leur talent contre un backfield défensif qui, je trouve, en tout cas niveau corner, est quand même méga catastrophique, quoi. Et en un mot, oui ou non, est-ce qu'on reverra Antonio Brown en NFL ? Non, je pense qu'il s'est un peu grillé. Je crois pas, ouais.
On rappelle sur Twitter, derrière ils s'en est pris à Robert Kraft, donc visiblement ça enlève la piste Patriots pour le retour. Et à Ben Roethlisberger aussi. Browns 13, Rams 20. Les Browns avaient l'occasion de gagner. 4 tentatives à 4 yards de la end zone en fin de match, 4 passes ratées. Est-ce que Freddy Kitchens se serait un peu trouvé sur les choix de jeu? Je crois que c'était Greg Gorey au début de l'année qui craignait un petit peu Freddy Kitchens, nouveau coach, non? Ce que je craignais, c'est cette fameuse mode du on va le nommer head coach parce que il est pote avec le quarterback. Ça fonctionne rarement et je sais pas si ça va changer pour les Browns, mais en tout cas, c'est pas parti pour être le cas. Donc, pour un coach qui était censé tout connaître de Baker Mayfield, limite passer ses nuits avec lui pour analyser son jeu par cœur, c'est pas le Baker Mayfield qu'on avait l'habitude de voir en deuxième partie de saison passée. Donc, c'est sûr que confirmer et surprendre, c'est pas forcément la même chose. Mais il y a quand même des choix très très douteux, même si en l'occurrence la ligne offensive est assez catastrophique. Raphaël, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une sorte de, je vais pas dire syndrome Seahawks, mais un peu ce dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que ça manque pas un peu de rythme, de passes un peu plus courtes? On voit là sur la fin de match, c'est que la pression arrive sur Mayfield, il se débat et puis il jette en étant sur les talons, quoi. Ouais, alors je sais pas si on est déjà au niveau Seahawks, parce qu'à mon sens quand même du côté de Seattle, ça fait quelques saisons qu'il y a des petits doutes sur le play call offensif. Sur ce match-là, clairement, il n'y a pas eu un bon coaching au niveau des jeux appelés. J'ai en tête plusieurs, comme tu dis, séquences de jeu où on demande au receveur de courir tout droit sur 20 yards alors que t'as que 6 yards à gagner. Quand t'as des joueurs capables de courir des tracés comme Odell Beckham, je trouve ça un peu dommage de l'utiliser juste sur des courses profondes, mais bon, ça reste un autre sujet. Même un coureur comme Nick Chubb qui est capable d'aller chercher quelques réceptions. Il y a un souci de ce côté-là. Après, Greg l'a dit, il y a aussi le problème de la ligne offensive. Clairement, c'est une attaque qui est pas encore rodée. Va falloir qu'elle se mette en route, mais des doutes sur Kitchens un peu, mais je pense qu'il y a quand même les éléments pour redresser la barre malgré tout d'ici la fin de saison, quoi. Il appelle aussi une course sur 4e et 9. Un draw. Alors, ça se défend ou pas? Parce que là, ça c'est pareil, hein, c'est particulier quand même. C'est toujours compliqué. Le fait de vouloir absolument surprendre l'adversaire. Après, des draws sur 4e et 9. Bon, c'est original. On peut lui bon, je pense que quand t'as Aaron Donald en face, c'est peut-être pas le truc qui me viendra à l'esprit tout de suite. Mais bon, je te dis, il y a peut-être peut-être beaucoup de coordinateurs offensifs qui aiment bien montrer qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est une constante un peu dans la ligue et ça s'est retrouvé là-dessus. Moi, honnêtement, quand je vois ces équipes type Seattle ou Cleveland cette semaine, je me demande toujours pourquoi tout le monde, vu que tout le monde copie sur tout le monde en NFL, pourquoi tout le monde n'essaye pas de copier les Patriots ou les Rams, où tu as l'impression que c'est simple, tu snaps, tu recules de 3 pas, tu jettes le ballon et merci, au revoir, quoi. Ouais, parce que tout le monde n'a pas Brady et tout le monde n'a pas Staline non plus. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans l'idée, il y a quand même, enfin, tu vois, Goff, c'est pas Brady, quoi. Mais quand tu mets en place un plan de jeu et que tu arrives à accompagner le mec et à faire en sorte qu'il se débarrasse du ballon vite, qu'il y ait des solutions, c'est marrant de voir ces attaques où on attend, quoi. Aaron Donald a réussi son premier sac, il s'est réveillé, il y avait de la pression de partout, donc ça c'était bien côté défense des Rams. Par contre en attaque ça reste poussif. Cooper Kupp est le meilleur joueur de l'équipe, il marque 2 fois. Jared Goff est intercepté 2 fois, Todd Gurley est à 43 yards. J'ai envie de dire qu'on n'est pas plus avancé sur le niveau des Rams que les 2 dernières semaines en attaque. Oui, après, honnêtement, autant l'attaque de Cleveland est très inquiétante, autant le front seven, notamment des Browns, est quand même assez costaud. Ça va pas être une équipe bonne à prendre chaque semaine, avec un Myles Garrett qui est déjà à 6 sacs, un run stop également que je trouve assez solide avec le duo Gunjobi, j'ai oublié son nom, Richardson sur le milieu de la ligne défensive. Donc vraiment, il y a quand même des bonnes armes et bon, c'est vrai que la ligne offensive des Rams a un peu galéré. Après, bon, c'est un peu toujours pareil avec les Rams, c'est que ils sont à 3-0, mais avec un Jared Goff qu'on sent pas serein. Et on a souvent évoqué ça avec Lamar Jackson. Oui, en saison régulière, ça peut faire la différence, mais quand on va falloir mettre le bleu de chauffe, on va dire, et permettre aux Rams de passer un palier significatif, j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour Goff. Raphaël, le niveau des Rams en attaque. Ouais, je pense qu'un des premiers problèmes effectivement sur cette attaque, c'est quand même cette ligne offensive qui a vu 2 nouveaux joueurs titulaires, notamment le centre et le jeune centre qui a remplacé Sullivan. J'ai un trou sur son nom. Et pareil, on a changé de garde. Ce sont 2 jeunes joueurs. Je pense que ça met peut-être un peu de temps à se roder, à se mettre en place avec tout ça. Maintenant, c'est une attaque qui est pas encore
top haut niveau, mais qui est déjà bien meilleur que plein d'attaques dans la ligue malgré tout. Oui. Et moi, je trouve que c'est une attaque qui peut se reposer un peu plus sur la défense cette saison, en tout cas en ce début de saison. Les Rams sont à 16 points encaissés de moyenne depuis le début de la saison, ce qui est très loin de l'an dernier. Ils ont un excellent backfield, je trouve. Ils ont un bon backfield. Ils ont quand même, je trouve, un bon trio de pass rushers parce que quand Donald est bloqué, on voit Dante Fowler. Quand il est bloqué, c'est Clay Matthews qui ressuscite un peu et qui fait 2 sacs sur ce match. À voir si ça se tient sur toute la saison. Mais en tout cas, il y a une escouade de linebackers à l'image d'un Corey Littleton qui progresse cette saison. Du coup, si ton attaque baisse un peu de niveau par rapport à l'an dernier, mais que la défense se rattrape, moi, à mon sens, ça reste quand même une équipe bien favorite dans sa division. Donc, oui, et puis après, vous faites bien de le préciser. Quand je dis attaque poussive, c'est parce qu'on les juge aussi selon des standards assez délirants qu'ils avaient établis l'an dernier, avec quelque chose qui pétaradait dans tous les sens. Ouais. Donc, il y a aussi ça qui joue sur le jugement. Il y a beaucoup d'équipes qui s'en contenteraient, comme vous l'avez dit. Bills 21, Bengals 17, le bon et le moins bon de Josh Allen, des actions d'éclat et une vilaine interception qui a redonné vie aux Bengals. Finalement, ça passe, mais on attend toujours de le voir face à une grosse équipe. Grégory, tu parlais du calendrier des Patriots tout à l'heure. Les Bills, c'est un peu ils ont le même calendrier quasiment. Hein. Donc, il est même plus mauvais le calendrier. Oui, voilà. Du coup, il est plus bas, mais je veux dire, il joue les mêmes divisions, etc. Donc, ça donne à peu près la même physionomie. Bon, là, c'est passé. Après, les Bengals continuent de titiller toutes les semaines, même si ils sont à 0-3, mais de temps en temps, ils poussent un peu. Ils se sont bien repris. Après, c'est un peu je pense que je pourrais m'enregistrer et repasser la bande chaque semaine avec les Bengals, mais il y a toujours ces failles identiques en défense, dans le backfield. Drake Kirkpatrick qui, comme d'habitude, leur tire une balle dans le pied. Et pourtant, il y a des joueurs sur le front seven qui se bougent, comme d'habitude, les Geno Atkins, Chris, c'est Chris Hubbard, je crois, c'est Chris son prénom. Oui. Sam, pardon, Sam Hubbard. Pour moi aussi, Oui. Et non. Donc du coup, voilà, il y a vraiment des joueurs qui se bougent, mais il y a toujours ces problèmes-là. Et puis même Zach Taylor, de par son inexpérience en poste de head coach, a pas l'air de recadrer, on dira, son équipe, les remettre un petit peu dans le droit chemin. Je crois qu'il y a 2-3 pénalités justement pour 12 personnes sur le terrain. Enfin, il y a des choses ça tâtonne un peu du côté de Cincinnati. Comme avec Marvin Lewis, il y a du talent. Maintenant, il faut toujours ce chef d'orchestre pour vraiment réussir à bien faire fonctionner tout ça, et ça a l'air de prendre un petit peu plus de temps. Tant mieux pour Buffalo, qui, sans être extraordinaire de nouveau, réussit à s'imposer avec une défense assez solide. Raphaël, on attend qu'ils jouent les Patriots la semaine prochaine pour juger les Bills. Ouais, je pense que ça nous donnera déjà un peu plus une indication parce que tu as quand même un début de calendrier Giants, Jets, Bengals qui est pas le plus dur de la ligue. On va dire qu'on est à 3-0. C'est des gros candidats pour le top 5 de la draft. Voilà, je pense que par exemple on s'inquiète pour les Eagles ou les Falcons à 1-2. J'ai idée que s'ils avaient rencontré les mêmes adversaires, leur bilan serait peut-être un peu différent à ces deux équipes par exemple. Mais bon, c'est clairement une défense qui a encore plus progressé, et notamment dans sa capacité à défendre la course. Il y a vraiment un upgrade là-dessus par rapport à la saison dernière. Il y a un backfield défensif qui reste monstrueux, donc on attend de les voir face à Tom Brady. C'est clairement un des duels à voir la semaine prochaine, Tom Brady face à cette défense. Et puis Josh Allen, tu l'as dit, bon, c'est pas très conventionnel, mais ça fait ça gagne. On va voir jusqu'à où, quand. C'est sûr que prendre la défense des Pats en ce moment, entre McCourty et Collins, ils sont un peu énervés en ce moment. J'avais pas précisé la stat, mais les Jets ont mis que 105 yards au total aux Patriots. Ça situe quand même ce qui les attend. Packers 27, Broncos 16. On parlait de petits matchs et de petits yards. 235 yards pour les Packers, 161 pour les Broncos. La défense de Green Bay qui continue quand même d'abattre un boulot monstrueux. 2 fumbles, 1 interception, 6 sacs. La défense, on a dit ces 3 dernières semaines que c'est très très bon. L'attaque, c'est toujours poussif. Ils ont eu le ballon que 24 minutes. On fait quoi? On dit que ça va venir? Ça continue de progresser doucement? Écoute, manifestement, le système de Matt LaFleur, il a l'air d'être tellement révolutionnaire qu'il prend des semaines et des semaines à être appris, même par un vétéran qui a gagné le Super Bowl. Donc ça me rassure. J'avais dans l'idée que Sean McVay, qui avait à peu près le même background, a priori, ça s'était mis en route assez rapidement quand même du côté de Los Angeles. Bon, tu veux dire que Jared Goff est plus doué pour l'apprentissage que Aaron Rodgers? Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est là où il voulait en venir. D'ailleurs, tu pourras le mettre en titre de podcast. C'est ça. Je mettrais juste Jared Goff avec la petite barre supérieure à Aaron Rodgers. Non, mais en tout cas,
En l'occurrence, ils font les jeux clés quand il faut, avec un jeu au sol notamment qui a été capable de trouver des brèches et d'inscrire des TD quand c'était nécessaire, parce que mine de rien, les Packers sont un peu galérés. Ils passent à un touchdown rappelé d'être menés par Denver en cours de partie. C'est vrai. Et je sais pas si ils ont gagné contre Minnesota, qui était quand même un succès assez intéressant, même si c'est beaucoup lié à leur début de rencontre. Mais pour l'instant, offensivement, je suis pas méga rassuré par ce que je vois, et pourtant la ligne a l'air d'être assez solide quand même du côté des Packers, donc à surveiller. En tout cas, on garde des standards de Mike McCarthy, parce que Jones avait fait un bon match au sol et puis bim, on lui retire le ballon le match d'après. C'est assez particulier. Les Broncos sont assez déprimés en attaque. Emmanuel Sanders l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il a dit en anglais « We live in a world of suck ». Donc ça veut dire on vit dans un monde où on est complètement naze. C'est pas facile à traduire. Et en défense, alors cette stat qui est quand même incroyable, 0 sac, 0 interception, 0 fumble forcé en 3 matchs. Non mais c'est ça qui est en train de tuer, on va dire, le début de saison. Cette équipe, c'est pas tellement ce qui se passe en attaque, parce que c'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique. Non, mais franchement, c'est intéressant. La ligne offensive monte en. Alors plus le run block, mais non, ça monte en. Avec ça monte un jeu au sol là qui a été assez performant, l'INSEE notamment. Mais t'as ce côté, et c'est ce qu'on attendait le plus d'ailleurs avec l'arrivée de Vic Fangio, c'est cette défense qui est incapable de faire le moindre big play, le moindre turnover. Et en NFL, tu peux absolument pas gagner sans mettre la pression sur le quarterback adverse, parce que de mémoire, c'est 0 sac, mais c'est même encore sur ce match, c'est 0 quarterback hit pour Miller et Chubb, par exemple. C'est délirant. C'est assez incompréhensible. J'ai du mal à expliquer le pourquoi. Alors, Grégory l'avait rappelé, Vic Fangio est plutôt réputé pour la défense contre la course, mais quand même, j'imaginais pas qu'il y ait 0 sac. Voilà. Non, là, c'est à ce niveau-là. Donc, et sincèrement, c'est une équipe, tant qu'elle trouvera pas son pass rush, elle pourra pas spécialement gagner de match. Donc, l'équation, j'ai envie de dire que l'équation est assez simple pour eux. Trouver la clé en défense et ça va débloquer certaines choses, parce que je suis d'accord avec Grégory, il y a une attaque qui progresse. Je lance un pavé dans la mare, mais Von Miller, il est agent libre en fin de saison. Ah bah. Ce serait bien qu'il fasse une saison à 0 sac pour voir ce que ferait Denver. Cowboys 31, Dolphins 6. Les Dolphins ont tenu une mi-temps. Josh Rosen était à la barre, 18 sur 39, 200 yards. Alors, il y a une action fabuleuse, moi, que j'ai trouvé assez significative de cette équipe de Miami. Il y a un moment où Rosen, il prend le snap pour faire une transmission au coureur, et en fait, il est avalé en même temps qu'il donne le ballon au coureur, tellement ça va vite. C'est terrifiant pour lui. Est-ce que ça a été un peu mieux avec Josh Rosen? Ah bah oui. Oui, un poil mieux, mais comme tu l'as dit, de toute façon, il va rien pouvoir faire parce qu'il prend 3 sacs, 11 quarterback hit, il est sous pression constamment, il a des receveurs qui font peut-être un peu. C'est une bonne idée. Il a des receveurs. C'est bien dit, ouais. Voilà. Alors, j'aurais pas dit mieux que... je suis un peu. Les drops de Williams et de Carter et de Parker, ils font mal. Exactement. Donc c'était mieux, mais le pauvre Rosen. Et puis le pauvre Allen Hurts qui s'était blessé à Dallas, qui a été cuté derrière, qui revient à Dallas avec Miami et qui prend ce choc absolument. Terrifiant, donc non, rien ne va pour Miami, ça continue en tout cas. Bon, les Cowboys ont fait le boulot, ils se sont réglés, et puis après derrière ça a roulé 235 yards au sol, gros rouleau compresseur quand même cette attaque, qui continue d'être pas mal. Bon après c'est un match horrible de Dak Prescott quand même. Horrible à ce point-là. Ouais, vraiment moche. Si Miami reste dans le coup aussi longtemps, c'est aussi grâce à Prescott, parce que quand tu vois le niveau du tandem Elliott Pollard, ou en tout cas la production, Elliott il monte en puissance. Ouais, il y a toujours pas de TD, je crois. Il a marqué un TD depuis le début de la saison, j'ai un doute. Je crois pas. Tu me mets un doute, mais il est à 125 yards là sur ce match, il était à 111 celui d'avant. Oui, en termes de yards, Prescott sur ce match, il est clairement passé à côté, et bon. Ça change rien. Il y avait une marge d'erreur sur ce match. Vaut mieux qu'il loupe ce match-là contre la pire équipe de la ligue, mais c'est pas très rassurant quand même. Et Robert Quinn était à 2 sacs en défense, c'est toujours ça de prix. 49ers 24, Steelers 20. Les 49ers font donc partie des 4 équipes en play-off, qui n'étaient pas en play-off l'an dernier, et qui sont toujours invaincus aujourd'hui. Les Bills, les Packers, les Lions et les Niners n'étaient pas en play-off l'an dernier, et ils sont à 3-0. Ils gagnent quand même avec 5 ballons perdus et un touchdown à 1 minute 15 de la fin. On parlait de gagner sans briller la semaine dernière. Je pense que là, on est à peu près dans ce schéma-là. Est-ce qu'on est convaincu par ces 49ers? On est clairement dans ce schéma-là. Gagner un match avec 5 turnovers, ça relève quand même un poil du miracle, ou on va dire de l'adversaire.
En tout cas, il y a des choses intéressantes clairement en défense. Un front seven qui est de plus en plus intéressant et qui aide ses defensive backs, parce que moi je trouvais quand même que les squads de defensive backs des 49ers au début de saison étaient sur le papier potentiellement une des plus faibles de la ligue. Ils sont bien aidés par leur defensive line et à combler quelques lacunes. Et puis offensivement, il y a encore du travail, je trouve, notamment au niveau de Jimmy Garoppolo, mais ça progresse. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps notamment, puisqu'ils perdent 4 balles en première mi-temps dans le deuxième quart-temps, et derrière ça revient à un niveau correct. Bon, j'attends encore un peu de voir. Ils ont rencontré les Bengals, les Steelers et la première dont j'ai... Les Buccaneers, ouais, les Buccaneers. Bon, ça demande à confirmer un peu quand même. Grégory, Mason Rudolph, acte 1 pour Pittsburgh, est-ce qu'il t'a convaincu? Oula, non, mais pas comme, elle est compliquée cette phrase. Enfin, il m'a pas convaincu comme beaucoup de joueurs offensifs dans cette partie, parce que vous l'avez dit, c'était un peu quand même. Si on veut se marrer devant un match NFL, je pense que faut le regarder parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Non, très clairement, Mason Rudolph a eu un petit peu de soucis. Alors sa fiche de stats, elle est un peu gonflée, notamment par le big play de Juju Smith-Schuster. Il a quand même réussi à mettre en valeur le jeune rookie Deontay Johnson, dont on attendait qu'il prenne le relais efficacement de Dante Moncrief, puisque manifestement Mike Tomlin ne compte plus sur lui. Très surprenant. Mais non, en tout cas, ouais, offensivement, il y a quand même des choses qui posent problème. James Conner est clairement pas dans les standards de la saison passée. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées en offense pendant l'intersaison, et il y a quelque chose qui est cassé très clairement dans cette attaque. Et la défense a beau essayer de surnager avec notamment des très bons TJ Watt et Stephen Tweet, ça fait pas tout. Et Minkah Fitzpatrick l'a recru, une interception, un fumble. Tout à fait. Pour ses débuts. Chargers 20, Texans 27. Alors en deuxième mi-temps cette année, les Chargers, c'est 10 points marqués, 45 points encaissés. Ils prennent un 23 en deuxième mi-temps sur ce match. Est-ce qu'un jour ils vont régler un peu leurs problèmes de discipline et de régularité au sein d'une même rencontre? Je sais pas. Est-ce qu'Anthony Lynn leur a dit qu'il y avait un quatrième quart-temps, tu penses? Je ne sais pas. En tout cas, cette année, c'est compliqué. Hein, parce que pour le coup, par rapport à la stat que tu évoques, ils sont à 1-2. On rappelle que la seule victoire qu'ils ont cette saison, c'est contre les Colts. Une victoire qu'ils ont dû aller chercher en prolongation, en ayant le drive décisif, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Et puis, autre chose étonnante, surtout du côté des Chargers, à l'instar de ce qu'on disait sur les Eagles ou sur les Broncos, comment on peut avoir un pass rush aussi peu efficace en ayant Bosa et Ingram sur la ligne défensive? Face à la ligne des Texans. Et face à la ligne des Texans, c'est ce que j'allais dire. Alors qui progresse. Voilà, je trouve qu'ils ont fait des ajustements. Alors notamment, il y a eu l'entrée de Titus Howard en poste de tackle droit. Je trouve ça a l'air d'équilibrer un peu plus l'équipe, ou en tout cas de laisser un poil plus de temps à Deshaun Watson. Et non, ça peut. Mais bon, est-ce que tu t'attends pas quand même à avoir un peu plus de pression, surtout dans les moments clés dont on parlait, parce que c'est quand même. Moi, je trouve quand même c'est un début de saison assez inquiétant du côté des Chargers. Gros problème sur la ligne offensive, une ligne défensive sur courant alternatif et aucune régularité. En général, ces trois éléments-là, je vois pas comment avec ça tu joues quelque chose en AFC à la fin de la saison. Donc ils peuvent encore rectifier le tir. On en est qu'à 3 matchs. Tu joues la 6e place, quoi. Ouais, voilà. On en est à 3 matchs. Mais bon. En tout cas, Joey Bosa s'est fait un nom avec un très gros début de carrière, mais j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on attend qu'il confirme quand même, en termes de régularité aussi d'ailleurs. Déjà, il est moins blessé. Ah oui, mais bon, apparemment, mais moins performant aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a des réponses qu'il va falloir trouver, parce que même avec les blessures qu'ils ont, je trouve que derrière ça tient à peu près la route. En tout cas, DeAndre Hopkins fait pas non plus un match extraordinaire, donc ça laisse des regrets quand même du côté des Chargers. Et puis Houston qui continue de capitaliser, ils sont à 2-1, sachant qu'ils perdent de peu à New Orleans, donc ça va être une équipe à surveiller en conférence américaine. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que les Colts sont favoris? Je les mettrais vraiment à 50-50 avec ces Texans-là. Parce qu'on a une défense des Texans qui, moi, me surprend un peu. Je l'attendais un peu plus perdue en ce début de saison, et elle a un niveau correct. Et ils ont quand même un quarterback et un receveur avec qui ils sont capables d'aller chercher des gros jeux. Donc ça pourrait faire la différence en fin de saison. Ils ont toujours un backfield un peu flippant. Parce que Keenan Allen, il s'est baladé. Effectivement, c'est vrai.
Mais vous l'avez dit, il y a de l'espoir pour la ligne offensive en plus, donc tout est permis maintenant du côté de Houston en termes d'espoir. Il y a Bill O'Brien après, mais... Et il y a Bill O'Brien, c'est ce qu'on verra en playoff. Vikings 34, Raiders 14, troisième match de suite à plus de 110 yards pour Dalvin Cook, 6,5 yards par course quand même, mine de rien. On attend le test contre les Bears dimanche prochain pour être un peu plus fixé, parce que les Raiders, ils ont battu que les Broncos, et depuis c'est quand même la galère. Oui, c'est ça. Enfin, oui, ça a été un match un peu à sens unique. Et on a toujours cette équipe de Minnesota un peu à deux visages, avec des grosses dominations à domicile, comme ça avait été le cas contre Atlanta en ouverture. Et puis à l'extérieur, où à Green Bay, ils avaient beaucoup souffert déjà contre une grosse défense. Donc il y aura forcément cette interrogation, parce que le run-stop va attendre Dalvin Cook de pied ferme. Et puis quand on sait que c'est à Kirk Cousins de prendre les responsabilités, ça se complique un peu plus. Donc oui, ça va être un test très clairement, surtout que les Vikings ont quand même un calendrier qui est pas simple tout au long de la saison. Pour l'instant, c'est l'équipe qui a lancé le moins de ballons cette saison, Minnesota. Donc il Étonnant. va falloir s'y mettre contre les Bears. Bon courage. C'est peut-être Mais pas ils le prennent meilleur pas moment beaucoup de pour sacs. commencer. Je crois que c'est une des équipes qui concède le moins de sacs depuis le début de la saison, mais bon, ça rejoint un peu ce que tu dis. Si tu lances pas, forcément, C'est vrai. tu protèges mieux ton quarterback. C'est ça. Raphaël, t'as vu des motifs d'espoir pour les Raiders? Jonathan Hankins, Maurice Hurst ont fait un peu de boulot au milieu de la ligne défensive? Ouais, enfin, Allez, essaye, je raconte vous arrête l'année parce que prochaine. si vous vous rappelez les podcasts d'intersaison, j'avais démonté les Raiders en disant que je C'est croyais vrai. absolument en rien dans C'est cette vrai. équipe, donc Alors on j'attends passe aux encore. Cardinals et aux Panthers, 20 pour les Cardinals, 38 pour les Panthers, 188 yards pour Christian McCaffrey en cumulé, un quarterback qui fait le boulot. Est-ce que les Panthers, attention polémique, ont encore besoin de Cam Newton? Point Mais d'interrogation. bien sûr que non. Ils ont trouvé la clé avec Allen. Exactement. Je suis content parce qu'on a Josh et Kyle Allen en ce moment là qui jouent, donc il y a matière à jeu de mots. Bon, il n'y a pas encore matière à polémique, mais quand disons un quarterback qui fait le taf, ah non, matière à polémique? Non, pas matière à polémique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux jouer avec un quarterback en bonne santé qu'un Cam Newton amoindri. Visiblement, ça a l'air d'être plus efficace. Donc, Et puis visiblement, ça a l'air d'être plus grave que le prévu, sa blessure, parce qu'il y a une histoire d'opération. Alors, juste avant l'émission, en effet, The Athletic a révélé que c'était peut-être une blessure au lisfranc. Alors, je sais pas si on dit lisfranc, donc qui est un groupe d'articulation au niveau du médio-pied dans lequel il y a plein de ligaments et où éventuellement on peut se casser des os. Apparemment, les os sont intacts, mais il y aurait des problèmes aux ligaments. Pour l'instant, pas d'opération en vue, mais alors pour l'instant pas d'opération en vue, je crois, mais 4 à 8 semaines de repos qui pourraient être préconisés. Donc là, Kyle Allen, de toute façon, il va avoir une audition longue durée. C'est ça. À ce Mais bon, niveau-là. on va dire que voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est sûr que sans partir dans une polémique, il y a une situation où au moins Carolina dans un premier temps peut se faire une idée concrètement de ce que vaut Kyle Allen, parce que l'année dernière, en effet, il y a eu son bon match contre les Saints, qui était dans un match qui comptait pour du beurre, dont on savait pas exactement si on pouvait s'y fier. Là, il joue contre Arizona. Alors, je suis pas fan de ce qu'a proposé la défense des Cardinals, mais en tout cas, on a vu un Kyle Allen hyper solide, qui a hormis son fumble en début de match, qui est sans dommage pour Carolina, est impeccable du début à la fin. Donc voilà, après, faudra voir sur la durée. Le coup de chance, entre guillemets, pour Carolina, même si je suis pas sûr que ce soit considéré comme ça de leur part, ce serait que Newton se fasse une année blanche, qu'on voit à peu près avec Allen ce que ça peut donner, et qu'à la fin de la saison, on fasse le point, parce que tu me parles d'une blessure au pied, on parle quand même d'un joueur qui joue énormément sur son physique quand même au poste de quarterback. Et repousser l'opération, c'est bien, mais si ça devient une bombe à retardement, ça peut rapidement se compliquer pour les Panthers. Alors, je tire le truc par les cheveux et par le troll, hein. Mais tu mets l'épaule, tu mets le pied, tu mets le niveau en baisse. C'est ça, tu mets le niveau en baisse depuis quelques années, tu mets les humeurs, le côté buzz, le côté machin, dont certaines équipes ces derniers temps ont visiblement montré qu'elles pouvaient s'en débarrasser. Je pense au Beckham. Le goût douteux pour la mode, tu peux le dire. Alors. Voilà, le goût douteux pour la. Non, mais voilà. Et est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas dire, un Kyle Allen qui fait le taf, qui est en bonne santé, qui est propre, qui perd pas le ballon et qui éventuellement peut aller chercher quelques first down, est-ce que ça nous va pas? Ouais, enfin, si l'ambition c'est d'aller chercher quelques first down, c'est assez. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les first down décisifs, quoi. Il va gagner quelques matchs. C'est un gros pari. Et après, faut pas oublier. Enfin, certains mettent ça de côté en disant non, c'est juste une sécurité. Ils ont quand même drafté un quarterback au 3e tour de la dernière draft, quoi. Aussi. C'est quand même pas, ça tombe pas de nulle part. Je pense qu'il y a quand même déjà une petite appréhension quant à l'état de forme de Newton après ses blessures à répétition, quoi. Ils vont appeler Jim Irsay un soir de beuverie, ils vont lui dire allez, Quentin Nelson contre Cam Newton. Ils vont tester le degré d'alcoolémie de Jim Irsay tous les soirs comme ça. Ils l'appelleront bonjour Jim, c'est pour Quentin Nelson.
Kyler Murray, lui, a pris 8 sacs. Il a vu ses receveurs dropper quelques ballons assez immondes. Il termine avec 43 passes lancées pour gagner 173 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Est-ce que ça va être comme ça toute l'année? Elle est où la révolution Cliff Kingsbury? Qu'est-ce qu'on devait voir? Elle est. Moi, je suis pas elle est quand même là. Il donne vraiment les clés complètes de l'attaque à son jeune quarterback, ce qui est pas le cas de beaucoup d'équipes qui font courir beaucoup plus leur running back plutôt que de tout reposer. Kyler Murray est quand même à 45 passes en moyenne lancées par match depuis le début de la saison, contre à peu près un peu moins de 20 courses. Donc on a vraiment une attaque qui penche complètement. Donc à mon sens, c'est ça le système Cliffbury, c'est beaucoup de passes. Je pense qu'il faudrait retrouver un peu plus d'équilibre pour aider Kyler Murray, surtout avec cette ligne offensive. Maintenant, c'est peut-être une stratégie, faire confiance à son quarterback, lui donner un maximum de responsabilité en année 1 où tu n'attends rien de façon de cette saison, pour le mettre en confiance, le faire progresser. Oui, c'est ça, tu fais en sorte qu'on lui casse un peu la gueule la première année, un petit bisutage made in NFL, quoi. Un petit bienvenue, Kyler. Voilà. Greg, toi qui es notre spécialiste NCAA aussi, c'est vivable de lancer 45 passes par match comme ça façon NCAA pendant toute sa première saison? Je sais pas, c'est vivable. Forcément, les défenses sont un poil plus disciplinées et un poil plus agressives que ce que Murray a pu voir en college football. Surtout qu'on le rappelle, il a pas eu une expérience non plus il a pas fait 4 années pleines, on va dire comme Mayfield par exemple a pu en faire avant lui à Oklahoma. Maintenant, non, je rejoins Raphaël. Je suis pas complètement, je suis pas inquiet parce que je vois de Kyler Murray. Il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Voilà, on parlait beaucoup de son gabarit, etc. J'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui joue contre lui, même si en effet il a l'avantage de jouer en shotgun pour contrecarrer ça. Mais voilà, malheureusement, c'est des difficultés qu'on identifiait avec la ligne offensive, la pression qu'elle est arrivée. Il y a eu une bonne surprise à Baltimore la semaine passée. Bon, bah là, on revient un petit peu sur les mauvais standards. Et puis, comme en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la défense n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est une saison où il peut y avoir des motifs d'espoir, mais où faut pas non plus s'attendre, à mon avis, à voir les Cardinals lutter pour les playoffs. Le Monday Night, 31 pour les Bears, 15 pour les Redskins, 5 ballons perdus du côté de Washington. Alors Keskinov a fait ce qu'il a pu dans les faits, il a perdu beaucoup de ballons, mais il a 30 sur 43, 332 yards et 2 touchdowns contre la défense des Bears. Finalement, c'est pas si catastrophique que ça. La défense des Bears fait le boulot à l'opportunité. Et Mitchell Trubisky assure l'essentiel en profitant des ballons perdus. Oui, non, c'est ça. T'as vraiment une défense de Chicago qui a fait tourner le match complètement en sa faveur, en permettant souvent à Trubisky de redémarrer des drives dans des positions un peu plus favorables. Voilà, c'est la clé côté Chicago de cette saison. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, ça le sera à nouveau. Ils ont fait le taf. Ça fait quand même 3 matchs où Washington prend plus de 30 points. Alors tu l'as dit, c'est pas essentiellement lié à la défense, mais ils vont pas en gagner beaucoup s'ils continuent sur cette donnée-là. Mais pour l'instant, pas de changement de quarterback chez eux. En tout cas, officiellement, Jay Gruden a dit que Keskinov... Et encore une fois, c'est vrai que Keskinov n'est pas spécialement le principal fautif, même s'il y a les ballons perdus, mais... non. Pas 3 interceptions et 2 fumbles tout seul, mais pour un joueur qui n'avait pas perdu un seul ballon sur les 2 premiers matchs, ok, c'est les Bears en face. Mais bon, Joe Flacco, il a pas fait 6 interceptions la semaine dernière non plus. Non, mais il y a pas grand chose autour de lui, quoi. Donc, c'est je veux dire, l'enterrer sur un match. Bon, non, mais il y a toujours pas de jeu au sol. Ça, c'est clair, mais bon, ça après. Non, mais je l'ai dit, de toute façon, la gestion de Jay Gruden en début de saison, elle est un peu en train de se payer à l'heure actuelle, et bon, il y a pas beaucoup, je trouve, de motifs d'encouragement pour les Redskins pour clairement se remettre dans le bon sens. On termine avec le match du jeudi, Jaguars 20, Titans 17. Est-ce que Gardner Minshew est déjà meilleur que Marcus Mariota? Bah, ça se pose, non? C'est quand même dur après 2 matchs NFL de considérer un type meilleur qu'un autre. Est-ce qu'il est plus excitant à regarder? Sans aucun doute. Alors là, par contre, ça, il y a pas trop de difficultés. Après, vous savez que je ne recule devant aucune question limite troll. Donc, Après, meilleur, va falloir s'inscrire un peu plus dans la durée. Mais bon, au moins, il fait avancer son attaque. Mariota, il a quand même gagné un match de playoff, quoi. Je veux dire, dans les circonstances qu'on sait, mais Rex Grossman en a gagné 2, non? C'est possible, il a encore un peu de marge de notre ami moustachu, mais non, mais après dire s'il est meilleur. Bon, en tout cas, on a vu que il avait montré de bonnes choses contre Tennessee. Après, là où je trouve que ta comparaison est un peu sévère, c'est que autant Mariota, on connaît ses limites. Là, jeudi, je pense qu'il pouvait pas faire grand chose, parce que la ligne a été absolument catastrophique.
J'allais quand même le dire, c'est surtout la défense des Jaguars quand même qui gagne ce match. Il y a 9 sacs, il y a un bon Jalen Ramsey. À partir de là, le match il est quand même assez verrouillé. C'est ça. Mariota, il peut se saboter tout seul, il n'a pas besoin de... Donc là, en l'occurrence, ça devenait compliqué. C'était pour être un peu au bord du troll, vous savez. Voilà pour notre analyse des matchs. C'est le moment de passer à une petite nouveauté. On a mis en place un répondeur. Alors, je le rappelle, et je vais redonner les instructions avant qu'on écoute le premier. Le répondeur, vous pouvez... Alors, je précise, ça se passe sur WhatsApp. Vous avez été plusieurs à appeler le numéro de téléphone. Je peux pas récupérer les messages sur le numéro de téléphone et la messagerie. Donc, il faut que vous créez une conversation WhatsApp. Et dans la converse, vous envoyez un message audio. Donc le numéro 06 52 21 65 36. C'est dommage, il n'est pas aussi sonore que certaines radios. 06 52 21 65 36. Vous ajoutez sur WhatsApp. Et là, à l'intérieur, vous envoyez un message audio. On le précise, n'envoyez pas des questions, parce que les questions, vous pouvez les mettre sur le site. Envoyez vos réactions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tel match, de tel joueur, de telle chose qui s'est passée. Et puis les meilleurs messages sont dans l'émission. Et ça donne ça. T'as pas besoin de gueuler, le monde mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. Hi, this is Paul. Been called away to London for a few days. Meredith, I'll call you when I get back. Hasta la vista, baby. Salut la team, salut la communauté, un petit bonjour de Vienne en Autriche. Je voulais vous remercier pour le taf que vous faites. Vu qu'avant j'étais un vrai rookie, j'y connaissais rien. Maintenant, petit à petit, je progresse. Et je regarde quasiment plus de foot normal, je trouve ça hyper chiant. Donc voilà, vous avez un peu changé ma vie. Vous avez changé ma vie, putain, c'est beau. Donc voilà, merci à tous et Go Raiders! Oakland! Hello, salut l'équipe TDA. Alors moi c'est Idrissa, je vous enregistre de Paris, on va dire ça comme ça. Et j'avais une question pour Raphaël, enfin 2 petites questions. La première c'est est-ce que Daniel Jones est enfin le Messi, le Messi tant attendu? Et la seconde, qui n'en est pas vraiment une en fait, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter avec ce Jenkins qui est une blague en tant que cornerback? Donc voilà, continuez comme ça les gars, vous faites du bon boulot. Et vous êtes l'une des raisons qui fait que j'aime ce sport. Voilà, donc merci pour tout. Salut l'équipe Touchdown Actu, je m'appelle Pierre, je viens de Clermont-Ferrand et j'aimerais savoir si un jour vous pensiez inclure par-ci par-là une chronique autour de l'histoire de la NFL dans le podcast. Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones, alors ils sont où les haters? Voilà pour le premier répondeur, messieurs. C'était Raphaël, très sympa, bah ouais, écoute, il y a de l'action, il y a du mouvement. Alors encore une fois, désolé, il y en a certains qu'on n'a pas pris. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous envoyer des réactions, à nous envoyer ce que vous avez pensé, même à chaud. Envoyez ça le dimanche soir à minuit. On veut ou des à 2 heures. insultes, on veut Mais c'est ça. du trash talk quoi. C'est ça, on veut des gens chauds à 2h du matin qui viennent de voir leur équipe perdre quoi. Raphaël, il y avait une question pour toi. Daniel Jones, le Messi et Janoris Jenkins, c'est ce qu'on arrête? Ah oui, carrément. Jack Rabbit. Daniel Jones, le Messi, on va attendre. Jack Rabbit, je sais pas trop pourquoi les fans des Giants sont encore surpris. Ça a été ça toute sa carrière, ce type-là. C'est un cornerback, quand il veut faire un grand match, il en est capable. Et puis, comme il veut faire ça 2 fois par an, bah, le reste, c'est pas terrible, quoi. Voilà, Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est que, a priori, leur rookie Julian Love est un peu perdu de vue. Donc, je sais pas, c'est un 4e tour qu'ils vont lancer dessus. Ouais. Pour l'instant, pas de nouvelles. Juste pour revenir sur Janoris Jenkins, je me rappelle quand il jouait pour les Rams, il y avait une histoire que Jeff Fisher l'avait puni un jour où il jouait à Wembley et il l'avait puni en fait avant le match, avant l'échauffement, il avait dû faire des séries de montées dans les marches et dans les tribunes de Wembley parce que Jeff Fisher l'avait puni. Voilà donc pour le répondeur, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à envoyer vos messages audio sur WhatsApp, je vous l'ai dit, au 06 52 21 65 36. On passe au top et au flop. Les tops et les flops, messieurs. Raphaël, je te laisse commencer pour ton top. Je vais mentionner le cornerback des Packers, Jaire Alexander, qui est en train de s'affirmer progressivement, à mon sens, comme un des tout meilleurs cornerbacks de la ligue.
Bon, c'est qu'une indication, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais d'ailleurs, actuellement, c'est le cornerback le mieux noté par Pro Football Focus. Voilà, c'est une indication quand même du niveau du joueur à mon sens. Et ça montre aussi la dynamique dans cette défense de Green Bay qui avait commencé l'an dernier et qui s'accélère, je trouve, s'amplifie cette saison. Très bon joueur en effet. Grégory. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Buffalo et San Francisco, c'est à 3-0, donc je suis très content. Allez. Moi j'ai mis Deshaun Watson en mode magicien, il est quand même très très fun à voir jouer, j'avais envie de le dire cette semaine, il n'y a pas beaucoup de jeux au sol, encore 3 touchdowns, 351 yards, voilà, c'est un top un peu facile mais quand même. Raphaël, ton flop? J'hésite entre deux, pas très originaux, mais entre les Chargers qui d'année après en année continuent à des fois rappeler la bonne vieille histoire on va dire, et l'arbitrage que je trouve très très à la ramasse sur ce début de saison, que ce soit sur les pénalités pour violence on va dire sur le quarterback ou les holdings ont augmenté de 68% cette saison. La NFL vient de passer un petit commentaire aux arbitres en leur disant d'être un peu plus relax là-dessus. Il y a certains matchs qui deviennent un peu compliqués à voir à cause des flags, donc les arbitres c'est un peu comme les joueurs, ils ont besoin de se roder au cours de la saison, on va espérer qu'ils retrouvent le niveau, mais là c'est un peu embêtant quand même. Greg, flop? C'est un peu difficile de passer à côté. McGay, le kicker des Buccaneers, qui dans une fin de match absolument extraordinaire où Tampa s'est dit on va les avoir, et ben non, ça marche pas. Donc toujours autant de soucis. Les kickers des Buccaneers, des Chargers, ils continuent à les drafter en plus. Des Vikings, il y a des constantes comme ça qui ne changent pas et c'est important. C'est vrai que c'est rigolo, la NFL, il y a toujours des constantes, comme tu disais, les kickers de telle équipe, la ligne offensive de telle équipe, il y a des trucs qu'on veut pas, les linebackers des Giants, des choses comme ça qui ne se règlent jamais, visiblement. Flop hors terrain pour moi, c'est parce que je suis tombé là-dessus, mais Bill Belichick qui répond à une journaliste avant le match qui lui dit, alors c'était une question sur Antonio Brown, je sais plus si c'était sur savoir pourquoi il avait été coupé ou quelque chose comme ça, enfin bref, il fallait bien qu'elle pose la question, si c'était un commentaire sur je sais pas quoi, enfin, faut bien poser la question, et Bill Belichick fait une sale tête, regard méchant, non, etc. Je sais que ça fait partie du personnage de répondre comme ça, etc. Mais ça n'en est pas moins désagréable au bout d'un moment. Alors je sais que le personnage est d'être désagréable et de se comporter comme un sale type, mais au bout d'un moment, elle faisait juste son boulot. Est-ce que ça vaut vraiment au moins encore une fois, je sais que ça fait partie du personnage, mais ça excuse pas tout au bout d'un moment de dire mon personnage, c'est de me comporter comme un Après, je crois savoir qu'après le cut d'Antonio Brown, il avait expliqué qu'il ne répondrait pas à des questions de cet ordre-là. Alors, je sais pas en termes de timing, quand est-ce que la question est arrivée. Mais non, après, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'était avant le match. Mais c'est certains coachs, parce que je l'ai entendu, je crois que c'était chez nos confrères d'Around the NFL podcast, qui disaient si c'était un autre coach, honnêtement, on en aurait parlé, on aurait dit vraiment il se comporte comme un sale type ou comme un connard, et ça se fait pas. Et au bout d'un moment, je trouve que ça excuse pas tout de dire c'est le personnage, il répond désagréablement aux gens, c'est tellement drôle. Ouais, c'est juste son taf, quoi. Donc, on va dire que je suis corporatiste. Après, non, mais disons que peut-être ce qui joue aussi un peu en faveur de Belichick très rapidement sur ce genre d'histoire, c'est que c'est aussi un coach qui est connu pour, en conférence de presse, être capable de répondre pendant 15-20 minutes à une question d'un journaliste quand il la trouve. Alors après, je suis d'accord, c'est une question de jugement de valeur. Quand il la trouve pertinente et intéressante, il est capable de passer 15-20 minutes. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a voilà, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand il juge une question pertinente sur un punter ou sur le troisième kicker gaucher de machin, il peut partir pendant un moment, mais voilà, c'est juste le côté désagréable, et en fait c'est parce qu'il y avait le regard, tu vois, c'est très drôle, ça fait une belle image pour les réseaux sociaux, il lui lance un regard de la mort, mais bon, dans les faits, voilà, elle fait son taf, elle paye son loyer, quoi. Voilà donc pour les tops et les flops, les questions. Les questions de la semaine, messieurs, je les ai sélectionnées pour vous et on va commencer. Tiens, alors une question très simple de Dirty Fighter, mais qui a été posée souvent. Si les Patriots gagnent le titre, est-ce qu'Antonio Brown sera officiellement champion NFL ? On me l'a posé dans le fauteuil et je suis content de la reposer devant vous parce que j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Moi, je parle sous votre contrôle. Je suis sûr qu'avec avec le scud qu'il a balancé à Robert Kraft, je suis persuadé que Bob va lui envoyer une bague. Oui, alors voilà, mais ce que j'allais dire, c'est que je parle sous votre contrôle, c'est à la discrétion de l'équipe en fait. S'ils veulent lui donner une bague, il en a une, sinon non. Il me semble, oui, je crois. Bon, après, je pense que. Bon. Après, ça c'est pour la bague, mais officiellement. Bah, officiellement, je crois qu'il est champion. Non, officiellement, je pense qu'il est champion quand même.
Ah c'est oui, une chose de recevoir la bague, mais oui. Bah, on pourra dire il a joué un match. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, un petit jeu qui nous est proposé par Twix Nation. Je vous donne 3 noms et à chaque fois, vous devez me dire à la fin de l'année prolongé, free agent ou retraité. Okay. Breeze, Brady et Rivers. Prolongé Brady, free agent Breeze et moi je retraité prends Rivers. Moi j'aurais dit Breeze retraité, mais. Moi j'aurais dit Brady retraité, ça suffit maintenant Thomas. Rentre dans ta chambre. Mariota, Winston, Keenum. Je crois que j'aurais jamais pensé dire ça, mais je prolonge Keenum. Je peux prolonger Winston. Free agent Winston et retraité Mariota, je pense que ça les ferait du bien. Ouais, allez. Surtout cette semaine. Et enfin, Carlos Hyde, LeSean McCoy, Adrian Peterson. Hyde prolongé. Hyde prolongé, Peterson retraité et McCoy free agent. Ouais, c'est pas mal. Un petit, alors ça, je dévoile les coulisses. On a eu un sacré débat free agent assez houleux sur Slack ces derniers jours sur le chat interne de la rédaction. On parlait free agent, Hall of Fame, je voulais dire. Eli Manning est-il Hall of Famer? Matthew Slater est-il Hall of Famer? Le mec qui sert les gourdes des Patriots est-il Hall of Famer parce qu'il a 3 titres? Vous avez compris l'avis de Alain là-dessus. C'était bien présenté. Est-ce que le chauffeur de Robert Kraft est Hall of Famer? Dans le match, alors question de Marc Petit-Horry. Dans le match des Patriots, Edelman fait un drop. Alors il parle un peu de Julian Edelman et il dit beaucoup ne le considèrent pas comme un futur Hall of Famer à cause de ses stats en saison régulière, alors qu'il est impressionnant en playoff. N'y a-t-il vraiment que les stats qui comptent pour entrer au Hall of Fame? Donc pour résumer la question de Marc, est-ce que Julian Edelman est un Hall of Famer? Est-ce que je peux répondre oui plus qu'Eli Manning? À mon avis, impossible. À mon avis très très compliqué pour moi, mais il peut. Je serais pas choqué s'il l'est. Ses stats, elles sont bonnes en saison régulière, non? Il a des saisons. Il a commencé très lentement. Il a beaucoup de saisons tronquées par les blessures aussi. Hein. Oui, mais non. Enfin, moi c'est ce que je dis. Moi, à titre personnel. Et après, c'est toujours la même chose, la question du Hall of Fame, parce que une des questions, c'était de dire, il y a trop de gens qui rentrent chaque année. Je suis pas totalement d'accord avec ce point de vue-là. Maintenant, si on voit, en fonction des personnes qui sont, on va dire, en ballottage avec lui, je peux me poser la question, mais dans quelques années, je suis pas sûr que je serais fondamentalement choqué de voir Julian Edelman, représentant des Patriots, de cette génération des Patriots qui participent quasiment au Super Bowl chaque année, être membre du Hall of Fame, MVP du Super Bowl 53. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses qui me surprendront plus dans la vie que ça, quoi. Alors, je dois vous avouer que en effet, je pensais que ses stats étaient bien meilleures en saison régulière. Il a que 2 saisons à plus de milliard. Et il n'a joué que 2 saisons complètes. C'est d'ailleurs les 2 saisons qui terminent à plus de milliard. Et c'est 1056 et 1106. Après, il a des stats beaucoup plus ronflantes en playoff, mais c'est ça. Après, mon grand truc pour défendre Manning, c'est de dire que il marque aussi l'histoire de la ligue avec des moments dont tout le monde se rappelle. Mais alors, moi, ça a beau me faire plaisir ou pas, le catch qu'il fait contre Atlanta au Super Bowl 51, tu peux pas ne pas le mettre dans ce genre de catégorie. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'allais exactement te dire ça. C'est que dans le débat qu'on avait eu cette semaine, c'était Manning, helmet catch, impact, etc. Et clairement, la réception d'Edelman au Super Bowl contre les Falcons, elle est emblématique. Donc ça aide sa cause aussi. C'est un débat compliqué, Edelman, en fait. Plus que je le pensais, tu vois. Mais je te dis, je pense que si tu prends une liste de receveurs qui sont pas encore Hall of Famer et qui ont marqué la ligue, je suis pas sûr qu'Edelman, je te mette dans les top 3 tout de suite. Ouais, non. Ça dépend, c'est toujours la même chose, c'est en fonction de qui t'as. Je suis pas sûr que dès la première ou dès la deuxième année de ballottage, il sera considéré par le comité. Ouais. Question, alors j'adore ce pseudo, je l'avais pas vu avant, c'est Titans, 3 points de suspension, désolé. Qui nous demande salut la team, merci pour le taf. Ensuite, imaginons que vous soyez GM des Titans, entre parenthèses, désolé. Quelle solution pour trouver un nouveau quarterback puisque Mariota est définitivement un échec et que, comme cette équipe va finir équilibrée, ils n'auront pas un choix top 10 de la prochaine draft? Ils font un échange pour Cam Newton, c'est eux qui le récupèrent. Oui. Non, mais après, après on sait pas. Hein. Il y a peut-être des quarterbacks qui peuvent arriver milieu de premier tour. Hein. C'est pas quelque chose d'impossible. Oui, c'est pas infaisable. Puis bon, il y a de quoi faire il y a de quoi monter dans la draft. Non, très franchement, je me fais pas spécialement de soucis. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué quand t'as des équipes comme ça qui sont assez équilibrées partout, hormis peut-être sur le poste de quarterback.
Après, rien ne les empêche de monter un échange pour monter dans la draft. Oui, c'est ça. Atlanta avait fait ça pour Matt Ryan notamment, non? Pour Julio Jones. Pour Julio Jones, Matt Ryan était troisième de la draft cette année-là. Ouais. Autant pour moi. Mais après, il y a des équipes qui sont montées pour choper des quarterbacks, ce serait pas nouveau. Parfois, ça a été des grandes réussites, comme les Jets avec Mark Sand. Non, peut-être pas les Jets. L'exemple récent le plus fameux, c'est Patrick Mahomes qui a récupéré au 10e choix, alors que les Chiefs sont 27e. Oui, et puis après, il y a d'autres équipes qui ont réussi à trouver des pépites au 2e ou au 3e tour. Russell Wilson, notamment, ces dernières années. Question de The Manan. Prochain défi, quel sera le prochain quarterback qui va remplacer le futur quarterback blessé? On commence à racler les fonds de tiroir. C'est vrai que là, je vois pas quels sont les prochains signés en cas de blessure. Il nous reste des Matt Cassel, des Brandon Whedon, des Brock Osweiler. Ouais, il te reste des mecs. Hein. Moi, je vois bien Tannehill remplacer Mariota après que Mariota ait pris à nouveau 10 sacs. Ah, c'est bien, t'es monté dans mon bandwagon, c'est bien. Je serais pas étonné. Hein. Moi, j'ai commencé mon brouillon là pour la preview de la semaine 4. Il y a un Falcons Titans. J'ai mis que ça coûtait sa place à quelqu'un. C'est Mariota ou Dan Quinn. Non, Quinn il sautera pas avant la fin de la saison. J'en suis quasiment sûr. Question de Brady Namnam. Quelques petits dilemmes. Quel hype préférez-vous, Daniel Jones ou Gardner Minshew? Ah, Minshew quand même, c'est plus rigolo. Ouais. Minshew, il est plus excitant quand même. Quelle équipe a été le plus Alain Curse? Ça va rester maintenant. Les Titans de Mariota il y a quelques années ou les Jets de cette année? Ah bah là, je pense que les Jets, là t'as mis la barre très haut quand même. Hein. Les Jets, je les ai ruinés, quoi. C'était du vaudou. Vous préféreriez avoir Antonio Brown en tant qu'employé ou Tyreek Hill en tant que beau-frère? Ah, j'aime pas cette question. Antonio Brown en employé. Ouais, bah oui, je peux le virer. Ouais. Oui, non, si. Question, alors Marc-Antoine GOY, j'aimerais avoir votre avis sur Miami-Cleveland. Vous critiquez beaucoup Miami, comme quoi c'est une honte de jouer comme ça sur les 2 premiers week-ends. Mais est-ce que vous trouvez que l'équipe actuelle de Miami est plus honteuse que celle de Cleveland faisant du 13-1 sur 2 saisons? Oui. Mais je crois qu'on y a répondu dans les commentaires, j'étais assez d'accord parce que. Ils se battaient plus. C'est ça, moins Miami, ce qui pose problème, je trouve, c'est que c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Oui, c'est ça. Ça. Les Browns au moins essayaient. C'est ça. C'était nul, mais ça se battait. Question de Darnold et Willy. Faire l'impasse sur Darnold pour choisir Barkley l'an passé et faire le choix de sélectionner Daniel Jones en 6e position de la dernière draft. Dave Gettleman est-il un visionnaire insoupçonné, fan de NCAA, qui va ramener les Giants au Super Bowl plus tôt qu'on ne le pense? Ouais. Alors, hashtag enflammade. Il plaisante, mais j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vraiment, au premier degré, nous disent: vous voyez que Barkley c'était un bon choix parce qu'on avait l'œil sur Jones derrière. Parce que je pense toujours qu'ils auraient dû prendre un quarterback même l'année d'avant. Manning, il fallait le changer. Parce que je pense que Jones, ça vaut largement un Mayfield, un Darnold. Enfin voilà, je vois pas une classe d'écart entre les deux en l'occurrence. Mais Et puis dernière question, quelle est la pire escouade? C'est question de Jeff The One. L'attaque de Miami ou la défense de Miami? J'avoue. J'irais sur l'attaque, un peu moins de talent, mais. J'irais sur la défense. Mais ça se vaut dans la nullité. C'est hein. Il y a gros match. Bon, c'est comme ça en tout cas que se termine l'épisode numéro 306 du podcast Jean Actu Débrief de la semaine 4. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres. Ne ratez pas tout ça. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre la liste à jour aujourd'hui. N'hésitez pas à les rejoindre en tout cas et on donnera tous les noms la semaine prochaine. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux @TDActu sur Twitter, /TDActu sur Facebook, @TouchdownActu en entier sur Instagram, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, Yellow Radio ça pour Greg, Camille Saraben pour Camille et Alain Mattei pour moi-même. Merci beaucoup Camille, Grégory et Raphaël. Merci. Avec plaisir. Et puis on se dit à très bientôt, Raphaël, on sera ensemble jeudi pour la preview de la semaine 4. Déjà la semaine 4, on avance vite cette année. Merci beaucoup messieurs, nous on vous retrouve tous sur tdactu.com pour l'actu de la NFL et on vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi pour la preview, ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, trop classe Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.